Salut tout le monde, bienvenue à cette quatrième vidéo sur le jeu Prelude to Revolution publié par Compass Games en 2023. Dans cette vidéo, on va parler de notre copain le Tsar et son prestige et son influence dans le jeu. Fait que on pouvait pas passer à côté en raison de son importance là, du Tsar puis de toutes ses l'implication qu'il a eu dans la future révolution là. Fait que, on l'a déjà vu rapidement. Il y a une track qui s'appelle le Tsar's Prestige. Ça, c'est vraiment, là, évidemment, complètement nouveau, là. Il n'y avait pas ça au Bas-Canada, là. Puis j'ai déjà parlé que cette track-là, entre autres, sert à vous indiquer, là, c'est quoi le modificateur que le gouvernement a sur ses jets de montée d'extrémisme. Alors, plus le prestige du tsar est haut, plus il est bas, plus ce modificateur-là est élevé, là. Plus les fans du tsar s'excitent. Alors d'abord, il y a une condition de fin vraiment particulière. Si le prestige du tsar monte trop haut, s'il atteint 15, la partie se termine et les deux joueurs perdent. On avait, puis des fois, là, c'est au niveau de la sémantique, il n'y a pas de grosse différence au final. Au début, on disait, bon, c'est une partie nulle. Là, maintenant, on s'est dit, non, les deux joueurs perdent parce que concrètement, bon, les révolutionnaires veulent pas ça, c'est bien évident. Mais même le gouvernement, c'est pour ça que les factions, c'est important, là, le gouvernement veut pas ça non plus. Le gouvernement veut du changement, veut plus d'autocratie. Fait que le gouvernement ne veut pas ça non plus. Alors les deux joueurs perdent si jamais on arrive à la fin d'un action round, puis le prestige du tsar est à 15, c'est terminé. À la limite, ça peut servir de levier pour un joueur qui est mal parti, s'il veut essayer là, de driver le prestige du tsar assez haut, forcer l'autre joueur à réagir pour pas que lui échappe sa belle game et qui est en train là, de très bien aller. Et à l'autre extrême complètement de la track, ce qui est arrivé dans la vraie vie, puis qui met pas nécessairement, en fait, qui ne met pas un terme à la game, si le prestige du tsar arrive à zéro, ben le tsar abdique. Alors, comme on dit, il rend les armes et il dit that's it, moi c'est terminé, j'abdique. Alors ça, évidemment, ça pouvait pas mettre un terme au jeu nécessairement, là. Je pense que dans la vraie vie, c'est arrivé en février 1917, puis justement, la révolution comme telle est arrivée seulement au mois d'octobre. Il y a quand même 6 mois dans la vraie vie qui se sont écoulés entre le moment où le tsar a abdiqué puis la révolution en soi. Donc, il fallait gérer ça d'une quelconque façon. Comment est-ce qu'on a géré ça? C'est toute une danse, là, mais vous aurez deviné que c'est un événement quand même assez majeur, puis ça change le portrait de la game complètement. Fait que d'abord, le tsar peut abdiquer n'importe quand. C'est certain que son prestige commence à 7, puis bon, il y a un nombre limité de cartes qui jouent avec le prestige du tsar. Fait que ça arrivera pas là, au troisième action round de Years of Turmoil, là, mais ça va relativement souvent arriver pendant les deux tours de la Grande Guerre. Alors, dans le jeu, des fois, comme ça aurait pu arriver dans la vraie vie, ça peut arriver avant février 1917. Comme ça peut ne pas arriver pantoute, comme ça peut arriver en juillet, comme ça peut arriver en octobre 1917. Fait qu'il fallait dealer avec toutes ces hosties de variables-là. On voulait pas que ce soit scripté, comme tout le reste, on réécrit l'histoire, on redéfinit l'histoire. Fait que oui, on voulait des games. Chris, le tsar a pas abdiqué dans notre game, ou le tsar a abdiqué au début de la Première Guerre mondiale, ou le tsar a abdiqué vers la fin de juillet 1917. On voulait tenir compte de tous ces scénarios-là. Fait que d'abord, si ça arrive avant février 1917, typiquement pendant les deux tours de la Grande Guerre, ben là, vous allez être téléporté au premier action round de février 1917 automatiquement. OK? Vous jumpez là. Et vous discartez toutes les cartes que les joueurs ont en main, toutes les cartes dans l'opportunity pool, toutes les cartes qui peuvent être en jeu, des fois avec des effets, là, tout ça décrisse complètement. Alors c'est soudain, ça arrive, ça prend les gens par surprise. Puis là, c'est comme, oh my god. Et là, même si on est par exemple ici, là, puis que les joueurs ont encore plein de cartes en main, là, chut, on jump vraiment ici. Et les joueurs discardent tout ce qu'ils ont en main, on discarte tout ce qu'il y a dans le pool, et vous ne rafraîchissez même pas les points d'opportunité. Les deux joueurs ne regagnent pas leurs 8 points d'opportunité, c'est quelque chose qui arrive typiquement à la fin du tour. Pas typiquement, ça arrive à la fin du tour.
Fait que là, vous avez bypassé ça, vous avez jumpé ça, vous vous retrouvez en février 1917, comme on dit, tout nu, dans la rue. Fait que c'est très intéressant c'est plus intéressant qu'il n'y paraît comme mécanique parce que supposez que, bon, le prestige du tsar tourne autour là, de un, 2 ou 3 puis vous êtes ici, ben vous pouvez jusqu'à un certain point manipuler ça dépendamment des cartes que vous avez en main, des événements puis tout le kit. Fait que si vous avez une main de merde, ben vous pouvez quasiment faire le pari de jouer vos bonnes cartes, puis là, le prestige du tsar pourrait dropper à zéro avant qu'on arrive à la fin du tour, puis là, toutes ces cartes de merde-là, vous allez pouvoir les défausser, puis y arriver, puis refaire votre vie vraiment en février 1917. Donc, il y a vraiment une stratégie par rapport à ça, puis faites attention à vos points d'opportunité, dépensez-les pas trop si vous pensez que ça peut arriver, parce que je répète, quand vous allez arriver ici, là, vous allez temporairement pas regagner vos 8 points d'opportunité, ça va aller là, à la fin de février 1917. Fait que dans les faits, vous devez, entre guillemets, survivre pendant tout février 1917 avec le nombre de points d'opportunité qui vous restait. Donc ça, c'est dans le cas où ça arrive avant février 1917. Si ça arrive en 1917, bon, évidemment, on oublie ce que je viens de dire, on repart en neuf. Là, ça peut arriver même là, je répète, là, ça peut arriver ici, ça peut arriver ici, ça peut arriver ici, ça peut même arriver ici, OK? Donc, les joueurs vont prendre en note le nombre de cartes qu'ils ont dans leurs mains. Il faut le dire de même des règles. Les joueurs ont la mémoire courte. Fait que ça se pourrait que les révolutionnaires aient 4 cartes en main, le gouvernement en ait 5. Bref, les joueurs prennent en note le nombre de cartes qu'ils ont en main. Si l'abdication s'est produite avant février 1917, là, euh, on fait comme si les joueurs avaient eu 7 cartes en main. Okay? Vous allez comprendre pourquoi, c'est important pour la suite des choses. Ensuite, les joueurs vont passer à travers là, toutes les cartes partout où elles se trouvent, et vont enlever là, toutes les cartes qui ont dans le coin en bas à gauche, cette espèce de triangle-là avec une étoile. Alors ça, c'est des cartes qui essentiellement ne font pas de sens en l'absence du tsar. Alors les joueurs vont passer à travers toutes ces cartes-là, là, ils vont les enlever de la game, les remettre dans la boîte, comme on dit. Il peut y avoir des cartes du gouvernement, il peut y avoir des cartes neutres, il peut y avoir des cartes révolutionnaires. Là, on a fait notre possible pour que ce soit facile de prendre le deck, là, puis vraiment de checker ça rapidement, puis de les enlever, puis de faire le ménage là-dedans. Alors, on check le deck, on check le- l'opportunity pool, on check les mains des joueurs aussi. Et ces cartes-là là, sont removées from the game. Au terme de cette étape-là, il ne faut plus qu'il y ait de cartes ever, nulle part, autre que dans la boîte, avec le fameux triangle et l'étoile. Puis là, vous allez comprendre pourquoi on prenait en note notre nombre de cartes, puis pourquoi ce nombre de cartes-là, c'est 7 si c'est arrivé avant février 1917. C'est que là, les joueurs vont prendre les cartes qu'ils ont en main, et vont, s'ils en ont, ils vont les rebrasser à ce moment-là dans le deck. À ce moment-là, on utilise le deck qu'on a appelé le collapse. Et ils vont venir ajouter à ce deck-là un autre petit deck qui est à part, qui a le même endos, mais qu'on appelle spécifiquement là, le deck du gouvernement provisoire. Alors, vous avez des cartes où c'est écrit en haut à droite de collapse, puis vous allez avoir des cartes où c'est écrit en haut à droite gouvernement provisoire. Mais ces cartes-là ont le même endos pour ne pas permettre de les distinguer. C'est écrit de collapse à l'endos de ça. Alors là, essentiellement, là, la vie post-tsar, qui a duré 6 mois de temps en Russie, un petit gouvernement provisoire qui s'est créé, là, comme on a vu, un peu boboche. Fait que là, vous allez prendre des cartes qui ont un rapport avec ce gouvernement-là. Fait que les cartes que les joueurs avaient en main, donc tout ça, là, ça va être recrissé dans le deck, ça va être rebrassé, et là, les joueurs vont repiger, dans le fond, jusqu'à temps qu'ils reviennent là, à la main qu'ils avaient. Là. Fait qu'encore là, si j'étais révolutionnaire, j'avais 4 cartes en main. Une fois qu'on a fait ce changement-là, enlever tous les triangles, crisser les cartes du gouvernement provisoire, brasser tout ça, moi je repigerais 4 cartes, puis si le gouvernement avait 5 cartes, lui repigerait 5 cartes. Évidemment, si l'abdication est arrivée avant février 1917, ben là, vous commencez le tour, fait que là, vous allez repiger 7 cartes. Un peu comme si là, le tour commençait. Encore là, si on est si l'abdication s'est produite avant février 1917, on va quand même mettre 4 cartes dans le pool d'opportunités.
provenant du deck. Puis on va mettre là, les fameuses Key Events, là, euh, notre ami, notre ami Lénine, puis notre ami Alexander Kerensky, là, qui sont deux cartes, deux Key Events qui arrivent en 1917. Fait que vous allez vous retrouver avec, dans le fond, 6 cartes dans l'Opportunity Pool si le tsar a abdiqué avant février 1917. 4 cartes aléatoires, plus Lénine et Kerensky, un peu comme d'habitude. Puis même principe, c'est quelque chose qu'on fait au début de chaque tour, mais là, le joueur qui tire derrière au niveau des points de victoire va choisir qui est le premier joueur en cas d'égalité. Si les points de victoire sont à zéro, c'est le révolutionnaire qui va choisir. Puis là, on part. Fait qu'encore là, même si vous êtes autour de février 1917, puis là c'est le cas, là, le prestige du tsar devrait être proche vraiment d'être à zéro. Ben, si vous avez une main de merde, vous pouvez encore là faire le pari de commencer par jouer vos bonnes cartes, sachant que par exemple, si le tsar abdique ici, puis comme je disais tantôt, il vous reste 4 cartes de merde, ben ces 4 cartes-là vont être rebrassées dans le deck une fois qu'on va avoir enlevé les triangles puis ajouté les cartes du gouvernement provisoire, puis vous allez repiger 4 nouvelles cartes qui, on l'espère pour vous, vont être meilleures. Donc il y a vraiment une petite stratégie de dire quand le tsar va-t-il abdiquer, là, puis on peut se préparer en conséquence. L'institution qui mange la claque en hostie une fois que le tsar abdique, c'est le Douma. Alors, quand le tsar abdique, là, au niveau du Douma, là, on va enlever tous les cubes radicaux et on va enlever tous les cubes monarchistes. Essentiellement, les radicaux ne participent plus à la politique, du moins temporairement. Les monarchistes sont bien tristes, sont bien malheureux parce que leur beau tsar a abdiqué. Et c'est jusqu'à nouvel ordre, là, ces deux partis-là sont considérés vraiment out of play. Il y a des marqueurs out of play qu'on peut venir mettre ici. Là, on ne peut plus crisser de cubes dans ces parties-là jusqu'à nouvel ordre. Les modérés ne sont pas en reste. Les modérés vont perdre la moitié de leur cube round-up. Ça veut dire que dans un scénario comme ça, là, les socialistes perdraient un cube, les libéraux perdraient 2 cubes. Alors, c'est rough pour la politique en Russie. Là. Ils ont retrouvé plus grand-chose dans la Douma. Ce n'est pas tout. Les organisations de tous les partis décrissent. Alors, évidemment, radicaux puis monarchistes, vous vous en doutiez peut-être parce qu'ils tombent out of play, mais même une éventuelle organisation socialiste ou libérale décrisse. Tout est à refaire. Les joueurs vont pouvoir recréer leur organisation socialiste ou libérale. OK, mais bon, ça sera peut-être pas aussi extrême que ça, là, mais ça se peut que vous ayez plus beaucoup de cubes. Puis ça se peut que vous ayez plus beaucoup de points d'opportunité non plus si le tsar a abdiqué avant février 1917. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais bref, les organisations modérées peuvent être recréées, mais c'est ça, tout est à recommencer. On a du out of play, on a des marqueurs out of play aussi qui existent pour ces deux quatre-là, puisqu'à partir du moment où le tsar a abdiqué, ce n'est plus possible de dominer la Douma. Là, au final, il reste rien que 2 parties. Fait que c'est le joueur qui est majoritaire, c'est le joueur qui a plus de cubes dans le Douma, qui va être considéré comme ayant la majorité, mais ce n'est plus possible de dominer la Douma. Fait que vous allez ajuster le scoring en conséquence, entre autres les organisations. Si certains partis avaient des organisations, ça va faire bouger ça. Ça se peut que au niveau de la Douma, ça bouge aussi en fonction des cubes qui ont été perdus. Puis là, dans le fond, là, les deux joueurs vont bider secrètement. Là, on peut faire ça via. En fait, c'est-tu fait. Donnez-moi 2 secondes, je me rappelle plus si c'est fait en séquence. 2 secondes. Ouais, c'est fait en séquence. Fait que le premier joueur, d'abord, peut dépenser autant de points d'opportunité qu'il le veut. Voyant ça, le deuxième joueur peut décider de dépenser autant de points d'opportunité qu'il le veut. Et s'il y a un des deux joueurs qui a dépensé plus de points d'opportunité que l'autre, le marqueur ici de World Affairs va être ajusté d'une boîte en sa faveur. Fait que ça, c'est une bonne raison d'être deuxième, là, si possible, en février 1917, ou quand vous pensez que le tsar va abdiquer, là, puis vous choisissez, là, soyez deuxième, parce que vraiment, le premier joueur est obligé de choisir avant. Fait que le premier joueur pourrait dire, par exemple, mettons que c'est le révolutionnaire, si je dépense 2 points, 2 points d'opportunité. Le gouvernement, voyant ça, peut lui laisser ou peut décider lui aussi. Ben, en fait, peut décider lui de dépenser 3 points, 1 point de plus, puis à ce moment-là, il viendrait. C'est un peu, ça représente la réaction du monde là, par rapport à l'abdication du tsar de manière très abstraite.
Fait que moyen d'influencer cette track-là. Et deux derniers petits changements par rapport à au tsar qui abdique. Ça se peut que le gouvernement soit amené à faire des jets encore de montée d'extrémisme. Ça continue d'exister malgré qu'il n'y a plus de partis extrémistes. À ce moment-là, le gouvernement, jusqu'à la fin de la game, est considéré comme ayant +2 à ses jets. Alors, les extrémistes sont en coalice jusqu'à la fin de la game, que le tsar ait abdiqué, puis le gouvernement a +2 sur ses jets de montée d'extrémisme jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, quand le Douma va scorer, ce qui va changer, là, il n'y a plus de parti extrémiste. Donc, quand le Douma va scorer maintenant, là, les deux joueurs font des jets de montée d'extrémisme. Peu importe le nombre de cubes qu'il y a dans les modérés. Et là, vous aurez compris que si on pogne un résultat, ben, déplace un cube de tes modérés à tes extrémistes, ce n'est plus possible de le faire. Il n'y a plus de place ici, ça n'existe plus, ça. Alors, de déplacer un cube maintenant vers les extrémistes veut dire d'enlever un cube. Alors, vos jets de montée d'extrémistes, c'est fort probable que ça enlève même jusqu'à 2 cubes de vos modérés. Un premier parce que le transfert n'est pas possible, puis un deuxième parce que le résultat du jet vous dit d'enlever un cube. Fait que c'est très triste, le Douma, une fois que le tsar a abdiqué, là, si on ne fournit pas, comme on dit, à mettre du bois dans le poêle et à garder le feu allumé, là, disons que les politiciens en prennent pour leur rhume. Dans les faits, qu'est-ce que ça représente? Parce qu'il y a du monde qui vont dire, ouais, mais là, Chris, c'est montée d'extrémisme. Quel extrémisme? Il y a plus de parti extrémiste ici. Mais dans les faits, ça représente des politiciens désabusés qui crissent le camp, tout simplement. Là. Qui croient pas, justement. Déjà que le Douma, pendant que le tsar était là, c'était pas vergeux. Le gouvernement provisionnel, une fois que le tsar a abdiqué, là, il y a bien des gens qui pensaient, là, si on réussira jamais à rien faire avec ça, puis qui calissaient le camp. Là. Fait que c'est ce que ça représente, cette affaire-là, là, la montée de l'extrémisme dans les faits. Là. C'est des gens qui, au début, se disaient ah, peut-être qu'on va réussir à changer les choses, puis que finalement, au bout d'un certain temps, ils disent bah, that's it, moi je plie bagage et je crisse mon camp. Là. Fait que voilà, hein, c'est une autre affaire que vous allez suivre les étapes vraiment là, une par une quand ça va arriver. Là. Mais, euh, mais c'est une fois qu'on maîtrise les trucs, là, comme je dis, il y a moyen de gamer un peu l'abdication du tsar puis que ça marche en votre faveur. Puis je trouve qu'étant donné encore là la portée de cet événement-là, ça aurait été une autre option, j'imagine, de ne pas mettre de track du tout, puis de dire, bon, le tsar abdique au début de février 1917. Mais on voulait que son prestige, j'ai vu tous les scénarios, je l'ai vu arriver à 15, je l'ai vu arriver à 0 tôt dans la game, à peu près dans le même timing historique, puis tard dans la game. Puis ça vient vraiment l'ajouter de la variabilité pas mal dans vos parties. Puis c'est ce qu'on voulait capturer avec cette mécanique-là. Fait que voilà, next, on va parler de ce qui se passe quand la révolution décolle comme telle. Qu'est-ce qui arrive quand le marqueur de Revolutionary Unrest arrive à 15 et que Octobre Rouge est déclenché? À plus.